Bonjour tout le monde. Merci d'être venus. Vous n'êtes pas très nombreux, donc sans doute il a fallu vous lever tôt et merci beaucoup. Et merci énormément à nos invités d'avoir fait de même et d'avoir éprouvé les difficultés du transport pour nous rejoindre. Alors, donc on se retrouve ce matin pour parler du voyage comme pendant tout le week-end et on a avec nous des artistes et des professionnels qui travaillent en particulier en édition jeunesse, voire que en édition jeunesse. On redéfinira après pour chacun. Qu'est-ce que c'est le voyage dans le roman jeunesse? Un récit initiatique, il y a des aventures, qu'est-ce que ça permet de raconter? Est-ce que c'est aussi l'occasion, par le voyage, par le thème du voyage, d'aller croiser des sujets qu'on ne croisera pas forcément avec un autre thème? La découverte d'autrui, qu'est-ce qu'on va découvrir de la nature, de l'espace, tous ces questionnements. Est-ce que le thème du voyage vont permettre de les traiter en littérature jeunesse? On va essayer de le découvrir avec notre équipe de ce matin. Donc, Jolan Bertrand, c'est un auteur de science-fiction et de romans qui a écrit pour la jeunesse, mais aussi pour adultes. Alors, donc, je te refais un petit peu la bio. Donc, avec un papa comédien, voilà, une mère licenciée en lettres modernes, qui l'amène très souvent à la bibliothèque. Donc, il a grandi évidemment dans les livres et il a commencé à inventer ses histoires très jeune. Et moi, j'ai la chance de le connaître depuis longtemps. Il était déjà tellement sûr et passionné de vouloir devenir écrivain, même à la sortie de l'adolescence, que c'est un bonheur de le voir aujourd'hui avoir réussi son rêve, et plus que réussi, puisque il a publié de nombreux ouvrages déjà, Apocalypse Blues, Les Sœurs Hiver, Là où règnent les baleines, Fleur de Bastion et le renard masqué, et puis que son engagement aussi en tant qu'écrivain pour les autres écrivains et pour les causes qui lui tiennent à cœur en font une personne très riche qu'on est heureux de recevoir. Loïc Théré, qui est éditeur, donc alors il crée sans doute des choses, mais il n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc éditeur titulaire d'une licence de lettres et sciences humaines, un master en politique éditoriale. Donc sans doute que tu as voulu être éditeur aussi depuis longtemps. Après être passé par les éditions du Regard, Playback, Rue de Sèvres, tu arrives à l'École des loisirs en 2017. Donc grand goût pour la littérature de l'imaginaire et du coup un poste qui te permet d'accompagner Jolan sur ses livres, Agnès Marot, Jean-Laurent Del Scoro, Michael Brun-Arnaud. Et puis, évidemment, des illustrateurs qui travaillent sur ces ouvrages, comme Chevalier Gambette, Tristan Vion. Donc, apparemment, toi, c'est pareil, tu as toujours dessiné. Voilà, donc, a priori, tu t'amusais à capturer des insectes innocents. Ou alors, tu te battais avec des gobelins. Et donc cette enfance aventureuse, elle se retrouve dans tes illustrations, et on a la chance et vraiment le grand plaisir de vous proposer d'aller voir l'exposition qui est au 2e étage. Donc après la table ronde et après avoir fait dédicacer vos ouvrages, vous pourrez aller la regarder pour découvrir l'univers de Tristan. Donc tu avais des études de graphic design, en te rendant compte après coup que c'était pour faire de la pub. Et finalement, t'es devenu graphiste, et puis t'as commencé à faire des albums jeunesse. Et ma question du coup, parce que ça, j'ai pas réussi à savoir, est-ce que tu illustres aussi pour les adultes ou est-ce que tu illustres que en jeunesse? C'est comme au menton. Et j'aimerais bien travailler un peu plus pour les adultes. Donc en ce moment même, je suis en train de monter un dossier où je cherche un éditeur pour une bande dessinée, en tant que scénariste aussi. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas le même métier quand même. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais du coup, après discussion avec beaucoup d'éditeurs, je crois que j'ai quand même un style un peu jeunesse qui reste et qui persiste. Donc on va voir comment ça évolue, comment j'arrive à faire évoluer mon trait. Après, pour l'instant, je me plais bien dans le jeunesse aussi, donc il n'y a pas de problème.
Alors, pour cette table, on a vraiment pensé utile de réunir ces 3 personnes que vous avez devant vous parce qu'ils travaillent ensemble tous les 3. Donc, un auteur, un illustrateur et leur éditeur commun. Avant qu'on s'intéresse plus au thème du voyage, ce travail commun, a priori, ça se passe bien? Comment ça marche? Est-ce que c'est Loïc qui vous a fait vous rencontrer tous les deux? Et après, est-ce que c'est vraiment un travail de trio ou chacun de son côté avec Loïc? Comment ça fonctionne? Moi, mon travail en tant qu'éditeur, il y a vraiment 2 pans. J'accompagne d'abord l'auteur sur le retravail de son texte. Donc, il s'agit vraiment de discuter avec lui structure, rythme, arc narratif des personnages, langue aussi. Et en fait, ma mission, c'est d'amener le texte le plus loin possible, d'en faire une œuvre qui soit la plus juste, la plus forte, et avec donc toujours en ayant en tête le public auquel on s'adresse, qui est donc le public jeunesse, qui est quand même bien spécifique, et en essayant aussi de répondre aux attentes en matière de littérature de l'école des loisirs, qui a une ligne éditoriale quand même forte et assez assumée de proposer le meilleur de la littérature jeunesse pour chaque enfant. Voilà, donc ça c'est mon travail à l'école des loisirs avec Jolane. Mais Jolane le fait très bien, donc j'ai peu à intervenir, ce qui est formidable. Et puis dans un second temps ensuite, avec Tristan, je dirais que c'est plutôt m'assurer que finalement les illustrations qu'il va proposer vont plus loin que la simple description, transcription du texte. Donc là, on travaille le rapport texte-image. Et encore une fois, j'ai assez peu à intervenir parce que Tristan le fait assez naturellement, mais il s'agit de donner une résonance supplémentaire au texte, de lui apporter quelque chose de plus et de faire en sorte finalement que les illustrations soient un élément essentiel finalement de l'œuvre, indissociable, et que voilà, c'est les illustrations plus le texte qui forment l'œuvre de littérature jeunesse. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, je voulais juste ajouter que c'était la première fois que j'avais un texte qui était illustré, donc du coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais en parlant avec toi, Tristan, j'ai eu l'impression que quand même la manière dont ça s'est passé pour nous était pas forcément la manière standard dont ça se passait, parce qu'on a énormément collaboré et énormément pu communiquer l'un avec l'autre pendant toute la durée du travail. C'est-à-dire qu'on a pu faire des réunions avec Loïc pour essayer de décider un peu à l'avance quelle scène on voulait que tu illustres, mais ensuite, pendant que tu illustrais, tu pouvais nous envoyer à tous les deux les crayonnés avant de coloriser pour qu'on puisse te faire des retours dessus si jamais il y avait besoin. Et du coup, on a eu énormément d'échanges tout du long, et tu m'avais dit que parfois ça t'arrivait d'avoir illustré un livre où tu parlais littéralement jamais à l'auteur à aucun moment du travail, quoi. Donc Vous pouvez partager le micro, ça vous gêne pas? Oui, bah, c'est vrai que c'est surprenant, bah, surtout ça dépend des maisons d'édition. Enfin, c'est vrai que j'ai fait des albums jeunesse, mais du coup le temps de création est assez court, enfin plus court que pour un roman. Puis là, la tranche d'âge est un peu plus haute, donc les illustrations sont un peu plus poussées. Mais oui, du coup, moi, enfin, quand j'ai commencé en album jeunesse et qu'il n'y avait pas d'échange avec l'auteur ou l'autrice, c'était très perturbant au départ. Du coup, maintenant, c'est vrai que toujours je demande si ça vient pas naturellement, j'essaie de demander toujours à l'éditeur le mail au moins de la personne qui a écrit l'histoire, quoi. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et c'est sûr, pour rebondir sur ce que tu disais, Loïc, moi, ce que j'aime bien apporter avec l'illustration, c'est ça l'a beaucoup fait avec Agnès aussi, c'est presque donner des idées pour la suite. Et du coup, bah, là, c'est un réel échange où déjà, moi, j'ai la satisfaction d'envoyer une image et il y a toujours le petit retour. Waouh, je voyais pas ça comme ça, c'est incroyable. C'est beaucoup mieux comment tu l'as décrit que comment moi je l'ai décrit. Et du coup, bah, et du coup, bah, après, quand ça crée, enfin, il y a un réel dialogue qui se crée par l'illustration et qui redonne des idées à l'auteur ou l'autrice, et on avance comme ça. Enfin, moi, c'est ça qui me qui me plaît beaucoup. Je fais un minuscule aparté parce que je pense que peut-être on en reparlera. Tristan, tu citais Agnès, donc c'est Agnès Marot qui a fait les Clopins Clopans, qui est aussi édité par Loïc à l'école des loisirs et qui aurait dû être avec nous si elle n'avait pas eu un bébé à mettre au monde. Voilà. Et du coup, on va en parler de temps en temps peut-être. Et c'est de fait, comme Tristan a illustré les Clopins Clopans, vous pouvez aussi évidemment le trouver à la librairie sur le stand. Et on rattrapera le coup. On réinvitera Agnès l'année prochaine ou la suivante. Voilà.
Alors du coup, moi je vous ai réunis sur ce thème du voyage. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous avez dit mais pourquoi? Moi, ça me parle parce que j'ai pas mal voyagé, mais tu le sais parce que on se connaît pas seulement dans le monde professionnel, mais aussi personnellement. Mais je sais pas si les deux Lustiques, ça leur a autant parlé qu'à moi, du coup, comme sujet. En tout cas, littéralement, le sujet du voyage. Moi, partir quelque part, revenir, ce qu'on en récupère. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. J'ai peut-être des choses à dire là-dessus au niveau de l'écriture et de la fiction. Mais voilà. Du coup, les deux autres, je sais pas forcément si ça leur a parlé autant. Bah, moi, ça me parle évidemment, puisque c'est le motif du voyage, c'est un motif qui irrigue toute la littérature jeunesse. Tu parlais du roman initiatique tout à l'heure. Et souvent dans le roman initiatique, il y a quand même un départ du jeune héros qui va traverser des épreuves, qui va s'éprouver lui-même. Dans s'éprouver, étymologiquement, c'est se mettre à l'épreuve, qui va éprouver sa subjectivité et qui va revenir souvent transformé. Donc c'est quand même un motif qui est très 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 présent en littérature jeunesse. Donc évidemment, ça me parle. Bon, je pense que moi, je j'ai pas le même vécu de voyage que toi, Joanne. Enfin, c'est même sûr. Je voyage beaucoup dans le minuscule, on va dire. Je suis beaucoup dehors à observer tout ce qui gravite autour de. Enfin, je vis dans mon jardin est une forêt en pleine montagne. Du coup, je m'invente mes histoires, donc je voyage quelque part au travers tout ce que j'observe de miniatures enfin, je m'en lasse jamais, quoi. Oui, hier on avait avancé sur l'idée que le voyage supposait une intention de vouloir voyager, vouloir aller voir, vouloir bouger, et que parfois on peut aller très loin pour se déplacer alors qu'on voyage pas, que les nomades par exemple se déplacent, mais que on peut faire des tout petits voyages. Si vous décidez par exemple si tu décides d'aller jusqu'au fond de ta forêt pour faire ce trajet-là, finalement c'est aussi un voyage. Mais oui, je pense tout à fait. Enfin, moi, c'est beaucoup comme ça que je trouve ma source d'inspiration. C'est en observant telle souche d'arbre avec de la mousse qui va tomber, ça va m'évoquer, je sais pas, une falaise, hein, quelque chose. Et puis après, bah, observer. Enfin, je suis un passionné d'arthropodes, donc j'observe toute la vie qui grouille enfin, je trouve beaucoup mon inspiration là-dedans. Bon, après, j'aime beaucoup aussi voyager, découvrir de nouveaux paysages de manière plus classique, mais je pense que ce qui me passionne vraiment, c'est le minuscule. Donc voilà, le voyage minuscule. Oui, tu as commencé à le dire, le voyage forme la littérature jeunesse. On peut penser à Nils Holgersson, hein, de Selma Lagerlöf, qui a vraiment initié quelque chose de très intéressant. Donc cette autrice qui décide, on lui demande de parler de son pays pour la jeunesse et elle décide de construire ce voyage d'un garçon sur une oie. Et puis je pense à Lyra qui part en voyage jusqu'au tréfonds des enfers dans la croisée des mondes. Donc est-ce que on peut se dire ça? Est-ce que le voyage, en particulier en littérature jeunesse, c'est quelque chose de très important? Et pourquoi? Parce que c'est un ressort narratif, parce que on veut faire voyager les gamins, parce que est-ce que ça forme la littérature jeunesse et pourquoi d'après vous, si c'est le cas? Je commence. C'est une question difficile, mais c'est pas grave, on va essayer d'y répondre. Je pense que l'enfance et l'adolescence, de manière générale, ce sont des périodes de transition dans la vie où on est quand même bouleversé de toutes parts, on vit les choses avec une intensité quand même assez extraordinaire. Et donc je pense que la jeunesse et l'adolescence réclament d'une certaine façon ce mouvement du voyage. Donc oui, je pense que les voyages forment la jeunesse et la littérature jeunesse par extension. Cette notion de transformation quand même dans la littérature jeunesse et dans le voyage, je pense qu'elle est vraiment au cœur justement du récit. Et par exemple dans Nils Holgersson, alors ma lecture remonte un peu loin, mais si je me souviens bien, le jeune héros est quand même Nils, il est quand même assez détestable au départ. Hein. Il maltraite, je crois, les oies.
Et donc, il est victime de cette malédiction qui le miniaturise. Et finalement, c'est son voyage et ses rencontres avec autrui. Et je pense qu'il y a aussi dans le voyage la rencontre avec l'altérité. Ça, c'est quand même un élément essentiel. Vont le former intellectuellement, moralement, et vont le transformer. Et on a ça aussi un peu dans Les Sœurs Hiver, d'ailleurs. Alfred, finalement, au début du roman, il a rien d'un... Il est pas détestable non plus. Il est pas détestable. Ouais. Non, pas du tout. Mais il a pas les attributs du héros tel que pourrait le définir Joseph Campbell, par exemple, le monomythe. On n'est pas du tout dans le cas d'un héros. Alors si c'est un jeune garçon quand même, mais c'est peut-être le seul attribut qu'il pourrait avoir du jeune héros tel que défini dans le monomythe. Et en fait, il va être amené un peu malgré lui à voyager pour sauver son oncle. Et ça va le transformer. Et littéralement, pour le coup, parce que même dans le texte, on a une transformation, une métamorphose d'Alfred en renard. Voilà, j'en dis pas plus parce que voilà. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu, c'est formidable. Donc oui, je pense vraiment que les voyages forment la jeunesse et voilà. Moi, ta question, elle m'a évoqué plus les œuvres qui moi m'ont marqué quand j'étais enfant en fait, et je pensais principalement au Voyage de Chihiro. Pour le coup, dans la version française, le mot voyage est carrément dans le titre, ce qui n'est pas le cas dans la version d'origine. Et je m'étais fait une réflexion sur ce film parce que je l'ai vu quand j'étais enfant, il m'a terrorisé à l'époque, et je l'ai revu adolescent et adulte, et par contre c'est devenu un de mes films préférés. Et j'ai eu l'opportunité de fréquenter des enfants qui se disputaient pour savoir quel film on devait voir ce soir-là, et c'était deux sœurs, et il y en avait une qui avait 14 ans, l'autre qui avait 10 ans, et celle de 14 ans voulait voir le Voyage de Chihiro, et celle de 10 ans était en mode non, moi j'aime pas ce film, il me fait peur. Et la grande comprenait pas pourquoi, et je me rappelle, j'ai eu une conversation avec elle où je lui ai dit en fait, je pense que quand on est petit, une des grandes terreurs qu'on trimballe en soi quand on est enfant, c'est justement de se retrouver dans l'inconnu en fait. Donc le voyage, ça peut être une source de peur, je trouve, quand on est très jeune, peut-être pas ado, parce que comme dit Loïc, il y a passé un certain âge, on est plus dans une zone de transition, où au contraire, on a envie de sortir de sa zone de confort et d'aller expérimenter des choses. Donc le voyage peut être attrayant, je pense, à l'adolescence. Mais par contre, dans l'enfance, enfin, le Voyage de Chihiro, c'est le cauchemar de tout enfant de l'âge de Chihiro, en fait. C'est-à-dire, t'es perdu dans un endroit étranger et t'as perdu tes parents, ils sont même pas là, en fait. Donc t'as perdu tous tes points de repère, t'as ni tes adultes, ni ton environnement. Et même d'ailleurs, au tout début du film, ils sont en train de déménager, donc de base, elle est déjà en train de vivre une espèce de cauchemar où elle est, avant même que l'aventure commence, elle est en train de déménager, donc de partir loin de tout ce qu'elle connaît. Et en fait, le film cristallise totalement ça en la projetant dans un univers où rien n'est familier. Elle est vraiment en terre inconnue. Elle est pas si loin en termes de distance parce qu'elle est techniquement toujours dans le même pays. Elle est juste dans un espèce de faux espace magique qui est pas accessible à tout le monde. Mais l'espace dans lequel elle est tellement différent de son monde que c'est comme si elle était au bout du monde ou sur une autre planète, en fait. Et elle a pas ses parents. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une thématique qui peut beaucoup parler en jeunesse. Au-delà de l'aspect initiatique et de l'aspect transitoire du voyage, je pense qu'il y a aussi l'aspect... C'est ce qui arrive dans Coraline aussi, par exemple. Elle est toujours dans sa maison, la petite fille, mais elle est dans une maison parallèle qui est complètement différente de chez elle. Donc c'est comme si elle était dans un autre monde finalement. Mais même dans Fleurs de Bastion, tes deux derniers, il n'y a pas de voyage en soi, Non. mais comme les héros découvrent l'autre rive, des endroits où ils sont jamais allés, on a ce sentiment de voyage. Et en plus, comme le Fleurs de Bastion est tout petit. Oui, il est pas à la même échelle que les autres. Du coup, c'est un vrai voyage, c'est une vraie Puis aventure, quoi. il y a aussi tout un pan de la population qui est techniquement des réfugiés, donc du coup ils sont tous en déplacement et ils sont tous techniquement perdus dans un voyage sans fin vu qu'ils ont pas de maison où rentrer. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais après c'est un livre pour les plus grands, Fleurs de Bastion, et je pense que du coup la thématique du voyage change radicalement en fonction de l'âge de ton public en jeunesse, je pense en fait. Tu avais envie de rebondir ou c'est bon? Non, mais alors, tu soulèves quelque chose qui est important. On parle de littérature jeunesse comme d'un espèce d'énorme tout bazardeux, ce qui a des avantages et des inconvénients. Je pense. Commençons par un des inconvénients, c'est celui-là. C'est on va pas du tout traiter les mêmes choses pour les différents âges. Parce que ce sont pas les mêmes enfants. On a peur à 10 ans comme on n'a pas peur à 14. À 14, on va avoir peur d'autres choses dont on n'avait pas peur à 10 ans. Et quand on parle de littérature jeunesse, c'est tellement vaste, ça va de 0 à... on sait pas parce qu'il y a plein de gens comme moi qui continuent à lire après. J'en ai fait mon métier.
Oui, non, ça a vraiment pas d'âge, la littérature jeunesse. J'ai beaucoup cette question d'ailleurs en salon, de quand les parents viennent me voir et qui veulent acheter un de mes livres, ils me demandent les tranches d'âge des collections et je les donne parce qu'elles en ont. Mais je précise aussi toujours aussitôt après, en fait, pour moi, la question c'est surtout le niveau de lecture de l'enfant et sa sensibilité aux thématiques qui sont abordées dans le livre, en fait. Parce que deux enfants de 8 ans vont parfois pas lire du tout la même chose, en fait. Et deux enfants de 12 ans vont parfois pas lire du tout la même chose non plus. Donc c'est, les tranches d'âge, c'est vraiment, Loïc pourra en parler plus que moi, mais je pense que les tranches d'âge, c'est vraiment plus un truc commercial qu'un truc concret, en fait. Bah, on peut pas non plus tout dire n'importe comment à n'importe quel âge. Il y a quand même une responsabilité de l'écrivain. On en parlait hier sur ce qu'il va dire, comment il va le dire. Il y a quand même des spécificités du public dont il faut forcément tenir compte quand on écrit et quand on publie de la jeunesse. Après, effectivement, je pense et je suis intimement convaincu qu'on peut tout dire quand même en littérature jeunesse, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est... Et effectivement, la thématique du voyage, pour le coup, elle est vaste et on peut la traiter de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, le voyage peut pas seulement être géographique, mais ça peut être aussi un voyage intérieur finalement. Oui, et c'est aussi une spécificité, je pense, et c'est pour ça que je vous ai réunis aussi. Comme je leur expliquais hier, nous d'habitude à Hypermonde, on mélange systématiquement les auteurs et autrices, illustrateurs, illustratrices jeunesse avec les vieillesses. Parce qu'on voit pas l'intérêt, c'est de la littérature aussi. Mais là, moi, ce qui m'intéresse particulièrement sur cette question du voyage, c'est que en jeunesse, un des avantages d'être dans un espèce de melting pot, c'est que du coup, on ne distingue pas chez nous tant la question de genre sur imaginaire ou réaliste. Et finalement, sur la question du voyage, savoir si c'est un voyage imaginaire, un voyage réaliste, bon, c'est pas la première chose. C'est la tranche d'âge qui va déterminer. On va pas avoir des étiquettes science-fiction, fantasy, avec toutes les déclinaisons urban fantasy, cozy fantasy, anticipation, utopie, machin et tout. Non, c'est la tranche d'âge et l'histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous avoir ce matin sur cette question du voyage, parce que on parle de voyage réel des fois, de voyage imaginaire, de voyage intérieur, de voyage dans le tout petit, juste de changer, de déménager, c'est déjà un voyage, parce que en jeunesse, c'est pas cette distinction, il n'y a pas autant de cases de ce côté-là qui nous embête, et donc j'ai l'impression que ça vous donne de la liberté. Est-ce que ça vous semble de la liberté pour faire voyager de plein de manières différentes? Déjà, je trouve en jeunesse, pour un enfant, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire? Et du coup, oui, moi je rejoins tout à fait ça, c'est juste une question de perception. Enfin, je pense pas qu'il y ait de limite. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jolan. Du coup, de ce fait-là, oui, enfin, enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que je pense que pour l'enfant et plus spécifiquement pour l'enfant que pour l'adolescent, mais la distinction entre réel et imaginaire, finalement, elle n'a pas tellement de sens. Il me semble que une aventure où on va au bout de sa rue peut être tout à fait extraordinaire et l'enfant, je pense, projette son imaginaire aussi sur le réel. Donc finalement, je pense que c'est plus le déplacement et l'acte de faire un départ finalement qui importe dans le voyage pour l'enfance que le fait que le voyage soit purement réel, géographique ou imaginaire. Je pense que c'est plus l'intention du départ qui va importer pour l'enfant. Après, pour l'adolescent, je pense que c'est encore un peu différent. Et puis là, peut-être juste simplement la transformation que ça opère en lui aussi à la fin, en conclusion. Du coup, ça vient spontanément. Enfin, quand on écrit en vieillesse, si on choisit le thème du voyage, c'est vraiment un choix. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Mais est-ce que du coup en jeunesse c'est quelque chose, voilà, ça vient spontanément parce que c'est bon pour le cas de l'histoire et finalement le voyage, il est inscrit dans les possibilités qu'on a. Sylvain, je pense qu'en tant qu'autrice, t'es peut-être un petit peu biaisée quand tu dis que c'est un choix. Ça, je sais pas si toi t'es plus architecte que moi, mais moi personnellement, je fais pas énormément de choix quand je commence une histoire. En général, elle me vient telle qu'elle est. Et moi, je fais plutôt des choix a posteriori en fait. C'est-à-dire, je vais commencer à écrire et seulement après, je vais me dire, ok, je pense qu'avec cette histoire, je suis en train de parler de ça. Et du coup, je vais mettre de l'intentionnalité, mais ça va venir en un second temps, l'intentionnalité. Donc, si je commence une histoire et que dès le début, c'est un voyage, c'est pas forcément un choix conscient. Enfin, c'est peut-être un choix, mais il est pas conscient, en tout cas, de ma part.
Je pense dans le cas des Sœurs Hiver, je pense que c'était surtout moi qui avait fait un voyage qui avait inspiré le livre, parce que finalement, quand on regarde les Sœurs Hiver, est-ce qu'il fait vraiment un voyage? Il va pas très loin de chez lui, finalement, le personnage. Oui, il est quand même en déplacement. Et d'ailleurs, j'y ai pensé tout à l'heure sur une des questions précédentes, quand on parlait du rapport des enfants au voyage. C'est vrai qu'à un moment donné, il dit quand même lui-même, genre, qu'il est pas content qu'on l'envoie faire cette quête, en fait. Il dit, mais fallait prévenir un adulte. Pourquoi il y a un adulte qui lui dit, il faut que tu fasses ça. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, fallait prévenir un adulte. Et c'était important pour moi de mettre ça, parce que c'est un truc qu'on fait beaucoup en littérature jeunesse. Il y a, comme disait Loïc, la figure du héros de jeunesse, c'est systématiquement un enfant qu'on envoie faire souvent. Alors, c'est pas toujours, parfois c'est un truc d'enfant. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, en littérature jeunesse. C'est comme disait Tristan sur le fait que, pour un enfant, en fonction de ton âge, parfois tout est potentiellement de l'imaginaire, en fait, parce que t'as pas forcément une vision claire dans ta tête de ce qui est réel et de ce qui l'est pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez facile de construire des récits d'imaginaire sans même avoir besoin de rentrer directement dans les structures de l'imaginaire. Mais il y a beaucoup d'histoires, peut-être dans les tranches d'âge un peu au-dessus, où le personnage principal est un enfant qui se retrouve envoyé à faire un truc qu'un adulte devrait clairement faire, ou à minima superviser, et c'est pas le cas. Et ça, j'avais trouvé ça marrant de le faire dire carrément au personnage et de dire non mais c'est pas à moi de faire ça, faut prévenir un adulte. Et il peut pas. On en revient à ce que je disais sur Chihiro, c'est un peu le cauchemar de tout enfant d'avoir une situation dans laquelle t'as clairement le sentiment qu'il faudrait mettre un adulte sur l'affaire, et t'as pas d'adulte sous la main, et je te retrouve coincé à soit subir la situation, soit de dire bon ben je vais le faire moi-même, mais t'es un enfant et t'as pas forcément les outils pour résoudre le problème toi-même. Je pense que je me suis éloigné de ta question, mais tu reviendras. Très bien. Tu as attrapé Loïc parce que du coup, en effet, nous on n'est pas objectif, mais toi t'en vois plein des auteurs et des autrices. Est-ce il y en a qui arrivent en disant voilà moi ce que je veux c'est raconter un voyage, ou est-ce que finalement ça arrive parce que c'est bon pour l'histoire? Je pense que c'est important que le voyage ne soit pas qu'un simple ressort dramatique. Après, c'est vrai que le voyage a ceci de quand même pratique qu'il permet de mettre le héros dans des situations où finalement il va traverser, je le disais tout à l'heure, plein d'épreuves, rencontrer aussi d'autres personnages. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de sortir finalement le héros de sa zone de confort, de lui faire traverser une aventure finalement. Mais moi j'aime bien quand dans les histoires que je reçois et que je lis, le voyage n'est pas simplement un ressort dramatique où finalement il s'agit juste de passer d'un point A à un point B. J'aime bien quand c'est quand même relié à la trajectoire aussi du personnage et à son évolution, à sa transformation, on en parlait, voilà. Quand ça fait vraiment sens, quoi. Et Tristan, alors je sais pas dans quelle mesure t'as le choix, parce que c'est toujours compliqué, on te propose des projets, mais est-ce que c'est un critère de choix pour toi, ou juste c'est le fun de faire quand il y a un voyage, quelque chose qui va te permettre en fait de travailler sur de l'illustration de manière agréable pour toi, parce que ce sera divers. C'est sûr, oui, voilà. En termes d'illustration, on peut illustrer une histoire qui ne se déplace presque en huis clos, mais bon. Après, du coup, j'aurais tendance à dire que visuellement, si ça ne bouge pas, il faut que le voyage, du coup, pour le coup, il est intérieur, et je vais l'exprimer autrement, quoi. On va partir dans sa tête, et ça va être sûrement enfin, ça va être, je sais pas, quelque chose d'encore moins réel, quoi. Dans le rêve, ou parce que visuellement faut quand même parler, faut quand même montrer des choses. Après ça serait intéressant en remarque de travail, j'ai jamais travaillé comme ça, travailler des cadres différents, mais bon. Mais en tout cas oui, c'est sûr que moi personnellement pour l'instant c'est beaucoup plus intéressant d'illustrer un personnage qui se déplace, parce que forcément il y a des paysages différents, il y a tout ça, et en plus si c'est l'imaginaire, quand c'est dans l'imaginaire, je trouve que ça permet de sublimer le réel, parce que représenter le réel en illustration, en fait, je trouve que la réalité, elle est déjà... Enfin, moi, je suis pas très sensible aux villes et tout ça, mais quand on est en forêt ou en montagne, c'est déjà sublime, en fait. Donc, j'ai du mal à représenter, juste à me dire, il faut que ça soit comme ça, les lumières, elles sont comme ça. Non, autant partir complètement dans autre chose, beaucoup plus graphique, parce qu'il faut exprimer... pour que moi je puisse être satisfait de ce travail-là, il faut vraiment pas que je m'approche trop de la réalité, quoi. D'où ma recherche du graphique dans l'ILU. C'est super, ça me permet de rebondir, de vous demander du coup ce que ça permet pour découvrir le monde, en fait, parce que on voit bien quoi ça sert d'un point de vue narratif. Il y a cette idée d'exploration et de travail sur soi. Et
qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? De votre propre rapport au monde? Qu'est-ce que le voyage vous permet de montrer du monde? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ben, le truc, c'est que si on prend le voyage au sens premier du terme, la première idée qui peut venir quand on regarde l'usage du voyage en jeunesse, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, en tout cas, qui me sont beaucoup dit et que j'entends dire en commentaire de littérature jeunesse, c'est que ça permet de montrer des choses aux enfants qu'ils verraient pas forcément chez eux. Après, bon, d'une classe sociale à l'autre, on n'a pas non plus du tout le rapport au voyage. Hein. J'ai fait beaucoup de babysitting dans ma vie et ça se voyait clairement en fonction des familles pour qui je travaillais. Il y en avait certaines, ils allaient chaque été un mois dans un pays, en Thaïlande ou au Brésil ou un truc comme ça. Forcément, c'est des enfants qui n'ont pas du tout le même rapport au voyage que des enfants d'une classe sociale où on va qui ont quasiment jamais vu la mer, par exemple. Donc je pense que c'est difficile en fait de généraliser clairement ce qu'on fait. Et après, je trouve que mais là, je vais rentrer dans des thèmes qui s'éloignent peut-être vachement de la thématique de la table ronde et du salon dans son ensemble, mais je trouve que en Occident, on a un rapport quand même très particulier au voyage, surtout quand on sort de l'Occident pour aller en voyage en fait. Et je trouve que ça se ressent des fois dans les textes qui racontent le voyage. Il y a parfois un peu une posture de voyageur occidental qui est presque plus dans la consommation de la culture et du pays qu'on est allé visiter et qu'on va montrer dans le texte qu'on a écrit que dans la curiosité en fait ou dans le partage. Et je dis pas, encore une fois, faut faire de généralité, évidemment tout le monde se comporte pas de cette manière, mais c'est une tendance que j'ai perçue en tout cas. On va tous plus ou moins aux mêmes destinations. Hein. Je compte plus le nombre de gens que je connais qui sont partis en vacances à Bali et oh c'était incroyable. Qu'est-ce que les gens ils sont gentils là-bas. Ils ont rien mais ils te donnent tout. Puis alors c'est le pays du zen quoi. Genre c'est tout le monde qui y va et puis tout le monde qui revient en te racontant exactement la même chose quoi. Et alors que tu te dis oui certes c'est une île mais enfin c'est pas parce que c'est une île que tu vas encore si t'as pas vécu le même voyage que ton voisin quoi tu vois. Enfin bref. Et je trouve que ça se ressent parfois dans les textes. C'est-à-dire, je trouve que c'est une drôle de posture de se dire, je vais écrire un récit de voyage pour enfants pour faire voyager les enfants. Genre, personnellement, je me dis, de quelle autorité je vais faire ça, quoi, en gros. Non, mais c'est Donc, très intéressant. J'ai le droit de sortir un peu c'est toi la Non, parce modératrice. que je l'aurais dit avant. Alors. C'est toi la modératrice, donc vas-y. Je pense que ça c'est spécifique à la jeunesse, en effet. C'est la base hein, dans Nils Holgersson, c'est une découverte du pays à vertu pédagogique. Donc il y a cette question on va utiliser le voyage pour faire découvrir le monde à des enfants. Le Tour de France par 2 enfants, c'était le manuel scolaire de tout le monde. C'était un ramassis de stéréotypes racistes. C'est une catastrophe. Il y avait le Tour de 2 enfants en Algérie pour la colonie, qui était un peu le même mais en Algérie. Je crois que c'était le même éditeur même. Et puis en littérature jeunesse, je prends un tout petit peu de temps parce que j'ai travaillé sur ces questions-là. Il y a eu beaucoup de livres pendant longtemps, avant les années 2000 en particulier, où en effet on allait raconter la colonisation, les grands explorateurs. Évidemment, il y avait tous les livres sur Christophe Colomb et puis tous les livres sur tous les gens qui sont allés à droite à gauche s'installer, et toujours très européano-centré. De la jungle Kipling, c'était pareil, mais du point de vue des Britanniques. Quoi. Ouais. Et c'était bien. Parce que c'était pour la jeunesse, il fallait leur faire découvrir le monde. Et il fallait leur faire découvrir ces gens qui avaient découvert le monde. Et donc le voyage, il était valeur didactique. Souvent dans ces cas-là. Et je trouve très intéressant que tu soulèves cette question parce que maintenant, ça a bougé dans la manière dont on parle aux jeunes lecteurs. Mais par contre, en effet, on a toujours des stéréotypes et on croit cette question du touriste et du voyage fait par un touriste, pas par un voyageur en fait, pas par un anthropologue, pas par un géographe non plus. Si je peux rebondir, c'est vrai que du coup, ce tourisme qui a changé et qui nous a permis de voir, sans même, enfin, du coup, même juste en restant chez soi, d'avoir la possibilité d'observer des milliards de paysages partout dans le monde, ça a aussi permis des histoires. Ça me fait penser à la carte des clopins-clopants, où sur la même carte, il va y avoir une jungle, la mer, le désert, les canyons, et du coup, nous, c'est vrai qu'en tant qu'illustrateur, ça, c'est l'éclate, quoi. On s'amuse énormément sur chaque île, tout est différent, quoi. Mais par contre, je te rejoins sur sur les problématiques du tourisme occidentaux.
Enfin, moi en plus, je vais plutôt faire mon chauvin sur juste en fait en se déplaçant, en faisant que quelques kilomètres, rien que sur le territoire France ou Espagne, t'as déjà des paysages complètement différents, de la végétation différente, et, des minéraux différents, des minerais. Oui, donc on pourrait en littérature jeunesse faire voyager les enfants sans pour autant rentrer dans ces stéréotypes-là. Déjà juste en décentrant aussi. Parfois, ce sont pas forcément des romans qui mettent en scène un voyage, mais déjà décentrer et situer l'action ailleurs que dans un pays européen, c'est déjà aussi proposer une forme de voyage au lecteur et lui proposer aussi la rencontre de l'altérité, j'en parlais tout à l'heure, des autres cultures. Et je pense qu'on a plus de romans maintenant qui proposent ça en littérature de jeunesse. On est sorti un petit peu de la littérature pédagogo-didactique. Et moi, je sais qu'en tant qu'éditeur, je fais attention aussi à ce type de récit, à proposer ce type de récit. Là, je travaille sur un texte qui va se passer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'est une traduction, c'est un achat. L'autrice vient de là-bas aussi, donc en fait, c'est une culture qu'elle connaît bien. Elle a grandi dans une léproseraie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et elle met en scène les traditions locales, les peuples premiers. Et il y a aussi, c'est une proposition de voyage finalement pour la jeunesse aussi. Et je pense que la littérature de jeunesse permet aussi justement à l'enfant et à l'adolescent cette première expérience du voyage et de la rencontre avec autrui. Oui, c'était ce que j'allais ajouter en gros pour aller au bout de mon propos, qui était que en fait il y a le fait de décentrer comme dit Loïc, mais ça du coup ça passe pas par nous les auteurs francophones, ça passe plus par les éditeuristes dont c'est un peu le travail et qui doivent avoir une réflexion là-dessus sur le fait de du coup si vous voulez publier des livres qui parlent d'autres cultures, peut-être commencer par aller chercher des traductions de gens qui viennent de ces cultures-là, parce que ça permet du coup effectivement de la faire découvrir aux enfants, mais du point de vue de quelqu'un qui la vit de l'intérieur. Mais du coup on sort évidemment dans le voyage littéral, vu que du coup la personne dont vient l'histoire, elle, c'est sa culture, donc c'est pas, enfin, tu peux voyager au sein même de ta culture, évidemment, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais du coup, il y a pas cet aspect, je suis parti d'un endroit et je suis allé en explorer un qui m'était complètement étranger. Du coup, là, c'est plus, on voit là à quoi ça ressemble vu de l'intérieur quand c'est familier, en fait. Et donc ça permet de décentrer un peu. Et après, je pense que c'est pas pour dire que quand on est occidental, on peut pas écrire des récits de voyage, évidemment qu'on peut, mais je pense qu'il y a une question à se poser sur la posture qu'on prend quand on écrit ce récit, en fait, et de se demander. Moi je me suis posé la question du coup, parce que c'est vrai que bon, les séries vertes ça se passe pas dans un pays spécifique, mais c'est clairement inspiré de la Scandinavie où je suis allé. La Scandinavie ça reste occidental entre guillemets, mais il y a quelque chose qu'on oublie très souvent à propos de la Scandinavie, c'est qu'il y a des autochtones qui vivent en Scandinavie. On le perd complètement de vue parce que quand on dit le mot autochtone, on pense à l'Amérique du Nord et on pense aux autochtones d'Amérique du Nord, du coup aux différents clans de natifs américains. Qui ont été majoritairement exterminés, mais en fait on en a en Europe aussi des autochtones dans le nord de l'Europe. On a les Sam du coup, et dont j'avais entendu parler, mais vraiment très vaguement en fait, et je m'étais pas rendu compte avant d'aller là-bas qu'en fait ils sont encore là et ils vivent quasiment de la même manière qu'ils vivaient au Moyen Âge. Quand on raconte des histoires qui parlent de fantasy nordique, qui sont les séries verts, qui se passent donc dans soit carrément en Scandinavie, soit dans un pays imaginaire, mais très clairement très inspiré de la Scandinavie médiévale, on met toujours en scène des Vikings, et en fait dans cette zone du monde, en même temps que les Vikings, déjà à ce moment-là, il y avait les autochtones Sam, mais ils sont complètement invisibilisés, ils apparaissent absolument pas dans les récits qu'on raconte. Et la culture viking, la culture nordique, c'est un truc qui est super à la mode en plus en ce moment, en partie à cause de Marvel, ou grâce à Marvel, pour moi c'est les deux. Et on adore en parler, on adore raconter des histoires de Vikings et des histoires de dieux nordiques, etc. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'en fait, ça part de l'intérêt qu'avait l'auteur et qu'a le public occidental personnel, et il n'y a pas forcément cette question de... Moi j'aime bien les histoires de Vikings et du Nordique, donc du coup je vais en raconter, et je pense qu'il a manqué une réflexion sur ok, mais en fait c'est quoi la réalité de ce territoire-là, et c'est quoi la réalité de l'histoire de ce territoire et de la culture de ce territoire, parce qu'il y a plus que la culture viking en Scandinavie, il y a la culture Sam, et que je prétends pas connaître encore une fois, parce que du coup j'en ai rencontré là-bas, mais j'ai pas non plus, je suis pas allé là-bas pour ça à la base, donc j'ai pas ma connaissance de la culture Sam est hyper limitée, et mais je voulais pas les invisibiliser, et c'est de là qu'est venue la raison pour laquelle dans les deux séries verts il y en a une des deux qui
qui a plus une vibe viking et l'autre qui a plus. C'est aussi pour ça que j'ai écrit de la fantasy et que ça se passe pas réellement en Scandinavie, c'est parce que je suis un gros paresseux et que si ça s'était passé réellement en Scandinavie, il aurait fallu que je fasse beaucoup plus de recherches. Là, comme c'était un endroit imaginaire, j'étais en mode bon, je peux me permettre d'être un peu léger sur la solidité du contenu, mais je voulais quand même les faire apparaître d'une manière ou d'une autre et c'est ce que j'ai fait notamment avec la moitié de l'hiver, la petite sœur hiver, parce que c'est vrai que l'hiver c'est la saison du Grand Nord, ça compense quand on pense au Grand Nord, on pense à la neige et à l'hiver. Du coup, je me suis dit, quitte à le cristalliser, je voulais pas le cristalliser uniquement dans la culture viking, je voulais laisser de la place à l'autre culture qui existe. Mais j'ai quand même été paresseux, hein, parce que j'ai clairement pas fait suffisamment de recherches pour aller plus loin. Ouais, clairement, je me suis... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait... Quand je dis qu'il y a un effort à faire, je veux dire, je me compte dedans. Moi aussi, il y a un effort à faire. Et bien entendu, comme tout le monde, j'ai mes failles et je suis limité dans l'effort que je suis disposé à faire. Mais vous avez beaucoup dialogué quand même tous les deux pour justement travailler sur les illustrations, sur la représentation de la culture sam. Je pense sur la tenue, par exemple, de la petite hiver. On a été chercher le détail sur la maison de la petite aussi. Les motifs de la lave. On a quand même, on n'a pas non plus rien fichu. Pas si paresseux que ça, quand même. Non, mais on a... mais le truc, c'est que pour moi, je trouve que c'est un peu le minimum syndical, j'ai envie de dire, genre évidemment qu'on n'allait pas dessiner une tenue culturelle d'une culture qui est pas la nôtre sans aller vérifier à quoi elle ressemble d'abord, quoi, tu vois. Alors, tout le monde ne le fait pas. Bah non, mais je pense que la barre est un peu à la cave au niveau des attentes. Je pense que c'est un peu le minimum syndical de faire ça, tu vois. Je pense, oui, enfin, tous les deux, on en connaît beaucoup, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, au 21e, hein, des livres jeunesse, tu parlais des peuples premiers d'Amérique du Nord, leur représentation dans des livres qui ont 10 ans. On n'est pas en train de parler de vieux trucs, hein, c'est catastrophique, donc t'as quand même travaillé. Du coup, justement, est-ce que c'est le voyage, en tout cas le déplacement, ça vous permet d'aborder des sujets que vous pourriez pas aborder dans des choses plus sédentaires? Alors toi, tu as toujours cette possibilité d'aller dans l'imaginaire. Tu as un peu répondu en disant que si ça bouge pas, ça va être à l'intérieur. Mais du coup, je me tourne un petit peu vers Jolan et aussi toi, des choses que tu vas observer. Est-ce que on va pouvoir traiter des sujets qu'on ne peut pas traiter s'il n'y a pas de mouvement de rencontre avec autrui, par exemple, ou Parfait. Je pense que c'est plus la formulation de la question qui me perturbe un petit peu, dans le sens où la question de est-ce que ça vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire autrement. Moi, je pense que l'intérêt de l'exercice d'écriture et de création de manière générale et de création fictive de manière générale, c'est de pouvoir trouver des manières de faire les choses en toutes circonstances. Donc, je pense que pour moi, ma réponse simple à cette question, ce serait non, parce que je pense pas qu'il y a des choses dont je ne peux absolument pas parler sans adresser le voyage. Alors, je vais me formuler. Pardon. Non, mais t'en fais pas. C'était pas une critique, c'était... Ah non, il y a pas de souci. Enfin, pour moi, on est en recherche et on essaye de définir des choses. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je voudrais te demander, du coup, c'est, si on suppose que le voyage, c'est la rencontre avec d'autres cultures, on va rester dessus, ça va être plus simple. Est-ce que du coup, ça va te permettre d'aborder des choses que tu géreras pas autrement, que c'est parce que l'enfant, le héros, l'héroïne va rencontrer des gens qui pensent différemment, qui vivent différemment, que du coup, toi, tu vas pouvoir dire à des enfants dont tu partages la culture des choses que tu n'aurais pas pu dire autrement. En tout cas, ça va clairement être un outil spécifique pour un message spécifique. Est-ce que ça veut dire que j'aurais pas pu le faire du tout différemment? Je sais pas. C'est compliqué aussi parce que moi je viens de l'imaginaire et c'est vrai qu'en imaginaire la question de la rencontre avec l'autre elle se pose quasi systématiquement, j'ai l'impression. En plus moi ma préférence personnelle va plutôt à la science-fiction. Il y a énormément d'altérité et de confrontation à l'altérité et à l'autre dans la science-fiction. Quand je dis ça on pense aux aliens mais en fait il y a pas qu'avec les aliens que ça se produit. Genre il y a toutes sortes d'autres qui apparaissent en science-fiction mais du coup ça nécessite pas forcément un voyage parce que parfois en science-fiction l'autre ça peut être soi-même des fois, donc mais on sort peut-être un peu du cadre du jeunesse à ce moment-là. Après encore une fois je pense qu'on peut tout faire en toutes circonstances, faut juste trouver le moyen de le faire. Donc je pense qu'on peut aussi parler de l'autre quand l'autre c'est soi-même en jeunesse, c'est juste gros challenge. Est-ce que je viens de me poser un challenge à moi-même? Il y a peut-être moyen. Mais tu peux avoir un nouveau livre. mais oui, mais clairement, genre chaque ressort narratif est un outil avec sa gamme de base de à quoi est-ce qu'il sert cet outil à la base. Évidemment qu'on peut le tordre et l'utiliser différemment, mais c'est clair que le voyage littéral et la rencontre avec une autre culture que la sienne,
ça amène des thématiques spécifiques immédiatement en fait, et notamment la confrontation avec l'autre. On en revient à ce que tu disais dès le début de la rencontre. En fait. En plus, je pense que c'est difficile de considérer. Enfin, c'est vrai que le héros monolithique qui ne rencontre pas autrui et qui reste finalement le même, un peu comme dans le roman picaresque par exemple, où finalement le héros est condamné à refaire les mêmes erreurs par son auteur, hein, parce que son auteur le met dans des situations qui se répètent à l'infini et qui pourraient potentiellement ne... Enfin, je trouve que c'est quand même moins intéressant. Et en jeunesse, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est effectivement cette confrontation du héros avec autrui. Et d'ailleurs, dans tes romans, il y a un peu de ça aussi, c'est que je trouve que dans Les Sœurs Hiver, par exemple, ce qui va transformer Alfred, c'est pas tant sa quête, qui n'est d'ailleurs pas, on en parlait, mais il n'y a pas vraiment de vrai antagoniste incarné finalement dans Les Sœurs Hiver. Ce qui va compter, ce qui va le transformer, c'est plutôt sa rencontre et toutes ses interactions avec les personnages qu'il va rencontrer. Et finalement, il va se révéler courageux, d'une certaine façon, mais ce qui va le transformer, c'est vraiment ça. Et plus que, je sais pas, de défaire un adversaire qu'il aurait rencontré sur sa route, puisque Loki n'est pas en soi... Ah bah, j'ai fait un gros spoil là, pardon. Excusez-moi. Enfin bref, je m'écarte un peu de la question, mais ce que je veux dire, je pense quand même que... ouais, la rencontre, enfin, ça me paraît... Je vois pas quel récit pourrait... Ben, alors, en littérature vieillesse, on va avoir dans les récits de voyage, on va penser aux aventuriers. Ils sont tout seuls, ils nous racontent leur vie tout seuls, ils parlent d'eux, ils regardent tous ces paysages, ils décrivent tout ce qu'ils voient. Ils rencontrent pas grand monde en fait. C'est trop drôle. Hier, j'avais un couple de parents qui regardaient mes livres et qui se plaignaient qu'en adulte, en littérature, ils disaient en ce moment, les auteurs de littérature, tout ce qui sort, ils parlent de leur vie, ils parlent d'eux-mêmes en fait constamment, et ils étaient fatigués de dire que ça. Et je leur ai dit, les enfants, je vais vous faire des listes de lecture, venez en science-fiction. On va sortir de ça. En littérature pour adultes, le récit de voyage, bah souvent c'est quand même une forme de voyage tout seul en fait. Moi personnellement, moi ça m'emmerde ce type de récit vraiment. C'est pas ce qui va m'intéresser dans. Enfin, je trouve que c'est plus que le voyage, c'est effectivement les rencontres qui vont pour moi être fondamentales dans l'acte de voyager. Mais après ça c'est mon rapport au voyage aussi. Et aussi, le point de vue d'un roman adulte, on parle aussi d'un être qui est déjà formé intellectuellement, moralement, même s'il peut toujours évoluer évidemment. Là où l'enfant et l'adolescent va être un adulte en formation finalement, même si moi j'aime pas trop ce terme de formation. En tout cas en métamorphose, peut-être c'est plus joli. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais j'ai une idée. Vas-y, je t'en prie. Donc, par exemple, en science-fiction, le voyage, ça va être voilà le space opéra. Il va se passer des trucs, soit dans le vaisseau, soit on passe sur après ce qui se passe sur la planète. En fantasy, souvent, ils vont faire des quêtes, ils vont chercher des trucs, ils vont chercher un trésor, un anneau. Dans le voyage jeunesse, ils vont se chercher eux en fait. C'est pas forcément des voyages très loin, et tu le dis, ils sont pas encore complets formés. Ils vont pas forcément l'histoire qu'on nous raconte, contrairement à une histoire pour adultes. C'est pas tant d'aller chercher le trésor en fait, ou de sauver le monde. Le vrai trésor, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Oh oui. Non mais du coup c'est pas les mêmes. C'est peut-être pour ça que c'est pas les mêmes enjeux le voyage. De ce point de vue-là, je pense que vraiment la littérature jeunesse est une forme d'héritière du roman d'apprentissage, roman de formation qui s'est développé à la fin des Lumières, fin du 18e. Et je pense que, oui, c'est ça, c'est un être en formation qui va apprendre à former sa subjectivité, à l'éprouver, comme je le disais tout à l'heure, à se mettre à l'épreuve soi-même, à questionner aussi son identité. On n'en a pas parlé, mais je pense que dans l'idée de s'éprouver, il y a aussi de chercher qui on est, qui on veut être, et donc c'est pour ça que, enfin, la littérature jeunesse, pour moi, le roman, effectivement, c'est cette espèce de huis clos, ça fait pas tellement sens. En tout cas, c'est pas moi ce que je recherche dans les textes de littérature jeunesse. Je trouve que si la particularité de la littérature jeunesse, c'est vraiment à qui on s'adresse en fait. Parce que moi, je sais que personnellement, chacun des romans que j'ai écrits en littérature jeunesse, je les ai adressés à chaque fois à un enfant spécifique. Ce qui était important pour moi, parce que je me posais aussi cette question que j'ai déjà évoquée tout à l'heure sur la posture que j'avais en fait. Je me disais, qui suis-je pour dire quelque chose aux enfants de manière générale, avec un grand E, tu sais.
genre les enfants, le groupe social des enfants. Qui suis-je pour leur parler, de quel endroit je me place pour leur parler, alors que mes neveux et ma nièce, ok, je suis quelqu'un pour leur parler, je suis leur tonton, quoi, tu vois. Donc c'était moins une posture, c'était plus personnel, et du coup ça me permettait aussi, ça m'a donné une certaine forme de libération, dans le sens où je questionne beaucoup ce que je dis dans mes romans jeunesse, parce que je pense au rapport que ça va avoir avec le public, à l'impact que ça va avoir sur différents types d'enfants, de différentes classes sociales, issus de différentes minorités qui vont le lire. Est-ce qu'ils vont tous pouvoir se reconnaître dedans? Bien sûr que la réponse est non. Tu peux jamais faire des personnages où tout le monde va se reconnaître dedans. Je pense pas qu'il y ait un vrai personnage universel. Mais je voulais j'essayais d'exclure personne et tout. Et en fait, finalement, de me dire, j'adresse ce roman à un enfant bien spécifique, c'est celui-là. Il a un prénom, je le connais, je suis à son anniversaire tous les ans. Ça me permettait de me libérer, parce que j'étais en mode, je sais à qui je parle en écrivant ce livre spécifiquement, en fait. Et du coup, j'ai également perdu un peu le fil de ma pensée, mais je vais la retrouver. Qu'est-ce que disait Loïc juste avant moi? Ça m'a donné envie de parler de ça. Sinon, c'est pas grave. Je voulais demander un autre truc à Tristan, et puis Ok, vas-y. ça te va? Parce que du coup, ouais, ça marche. Ouais, On mais fait ça. en tout cas, c'est marrant parce que j'ai un peu les mêmes problématiques en dessin sur comment faire en sorte que les personnages visuellement, les lecteurs se reconnaissent à travers. Et ouais, au bout d'un moment, c'est pareil, j'essaie de me détacher un peu de ça, parce que sinon tu dis, alors je vais faire la peau de quelle couleur, je vais faire machin, je vais faire quel... et en fait, t'en finis plus. Du coup, bon, des fois, c'est bien aussi de se dire, allez, on le fait comme il vient. On peut entrer en résonance avec C'est- quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Au contraire, Oui. je pense que c'est aussi Oui, ça oui, l'expérience oui. de la lecture, le décentrement, et aussi pouvoir se mettre à la place d'un personnage qui est en tout point différent à nous-mêmes. Enfin, Oui. c'est ça qui est intéressant aussi. C'était parce que tu parlais du fait que les enfants c'est des adultes en devenir, en gros, et qui sont en train d'évoluer, de se former. Punaise, est-ce que je viens de reperdre ce que j'allais dire? Ah la shit. Il est trop tôt le matin pour la table ronde, il fallait la mettre l'après-midi. Mais et là j'aurais dit, ah non, on est en coup de barre post-déjeuner, et je retrouve pas ma pensée. Oui, en fait, à chaque fois les problématiques que je traite dans le roman, comme je m'adresse à un enfant spécifique, c'était des problématiques que je voulais adresser avec cet enfant spécifiquement, en fait, parce que je parlais de confronter l'enfant à quelque chose de différent de lui, pour l'aider justement à se former, en fait, et à questionner comment il grandit et quel type d'adulte il va devenir. Et je pense qu'en fait c'est un peu une spirale sans fin, parce que du coup tu peux questionner absolument tous les aspects de la personnalité de l'enfant, et en fait toute la table ronde aura tourné finalement autour de la confrontation à l'autre, en fait. Et je pense que ouais, enfin moi c'est comme ça que j'évite l'écueil d'avoir un livre soit trop général, soit trop avec une posture un peu trop arrogante, en mode je veux parler de ce sujet-là spécifiquement aux enfants et j'ai des trucs spécifiques à dire sur ce sujet, où moi je suis plus en dialogue avec un seul enfant spécifique, en fait. Et c'est vrai que le reste de mon lectorat est plus témoin d'une conversation entre moi et un enfant Ce spécifique. qui n'a pas, encore une fois, empêché d'entrer en résonance avec tes Non, récits, tes non, histoires. clairement, et- ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant. Enfin, on essaye de voir comment ces voyages forment notre littérature jeunesse, et on avance, je trouve, très bien sur cette idée que il y a des spécificités en effet en littérature jeunesse, parce qu'on s'adresse à un public quand même vraiment particulier. Ça va dépendre des âges et de l'intention dans laquelle on est, de vouloir faire du pédagogique ou de vouloir leur faire de la littérature. Non? Ça vous... Non, c'était pas une vraie question, c'était plutôt, voilà, selon sa posture et selon à qui on parle, ça va être très différent de la littérature pour adultes, ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, c'est pas grave, j'en aurai d'autres à... Vas-y, pardon. Vas-y. Tu peux le redonner à Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais savoir, parce que comme on parlait, pardon, Tristan au début, c'est quoi la difficulté de passer de la littérature jeunesse à la littérature vieillesse? Même si je pense que c'est pas tout à fait encore vieillesse, mais c'est quoi votre difficulté? Je pense que ce qui m'est reproché pour l'instant, c'est essentiellement mon trait, qui est d'ailleurs je sais pas trop, en fait faudrait que j'analyse ça, mais peut-être les couleurs que j'utilise, ou on attend de la littérature adulte quelque chose d'un peu plus sombre, ou je sais pas trop, en fait. Peut-être faudrait que je demande à toi, Loïc. Après, je suis pas éditeur de bande dessinée, donc mais je sais pas, je trouve que dans tes illustrations, il y a une atmosphère très jeunesse. Bah oui, mais comment Mais c'est de l'ordre du ressenti. Voilà. hein. Du coup, c'est purement subjectif. Ouais, c'est purement subjectif.
C'est ce dont toi et moi on parlait de la différence entre les habits qui sont proposés aux enfants et les habits qui sont proposés aux adultes dernièrement. Le fait que moi j'étais jaloux parce qu'on était en dédicace tous les deux hier et j'ai vu passer un enfant, un tout petit enfant de 1 ou 2 ans avec un t-shirt couvert d'imprimés dinosaures et j'étais en mode, tu vois, à l'âge adulte, on nous propose plus. Moi j'adorerais avoir un t-shirt couvert d'imprimés dinosaures. Sauf qu'il y en a pas à ma taille parce qu'on en fait pas pour les adultes. Et on a parlé un peu de ça hein, parce que Tristan a des enfants du coup qu'il faut qu'il habille et du coup il constate également cette différence et on se faisait la réflexion. Et je me demande si ça vient pas du même problème en fait. On a une espèce d'a priori sur le fait que les enfants il faut qu'ils aient des trucs lumineux, colorés, ronds et tout et que ce soit joyeux. Et par contre si tu fais des trucs en adulte il faut que ce soit sérieux, pas d'imprimer dinosaures sur tes t-shirts etc. Je vois quelqu'un qui a un sweatshirt avec un dinosaure dessus. En plus je félicitations, j'applaudirais dès demain mais je tiens un micro donc Non, je peux mais pas. Mais c'est et je me demande si potentiellement je sais pas parce que du coup je suis pas du tout visuel donc j'ai absolument aucune connaissance là-dedans mais peut-être que c'est une piste de réflexion pour toi en fait. Trop d'imprimés dinosaures dans ton dessin. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu as raison, c'est peut-être et même sans doute une projection de mes attentes en littérature de jeu, enfin Oui, je pense. Après, sur le dessin, le type de dessin, tu vois, Après, d'illustration. Enfin, qu'est-ce qui crée ces attentes? Enfin, c'est peut-être les commerciaux derrière voilà. qui Ça reste derrière aussi, eux, il faut qu'ils vendent ouais. un livre auprès des libraires et du coup, bah, si le grand public s'attend à avoir ça, enfin, du coup. Voilà, la particularité quand même de l'édition et c'est que ça, c'est un produit culturel en fait finalement le livre. Donc dans produit culturel, il y a produit, donc commerce et culturel, culture, art. Donc c'est toute la spécificité du livre et donc oui effectivement, on travaille avec des commerciaux, des libraires qui ont des attentes, voilà. Et malgré tout, c'est de l'art. Il faut faire Et on met tout dans des cases. Du coup, c'est plus facile à ranger dans la librairie. Et parfois, c'est inclassable. Et les commerciaux nous disent, mais non, mais ça va pas se vendre. Quand c'est inclassable, ça va pas se vendre parce qu'on sait pas où le mettre dans la librairie. Ouais. Et voilà. C'est pareil en écriture. Moi, on me disait toujours quand je faisais des trucs pour les adultes que c'était jeunesse. J'ai tué beaucoup de bébés, de chats et tout pour dire non, c'est pas de la jeunesse. Regardez. Mais je sais pas, c'est moi qui suis dans la case. Je suis pas sûre que ce soit mon écriture en fin de compte. Donc. Il y a le biais de genre aussi quand t'es une femme, c'est très dur de t'être classée en jeunesse. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, j'aimerais bien continuer un peu le focus sur ce qu'a fait Tristan, si ça vous va. Donc Tristan, tu nous as parlé de ton goût pour les microcosmes et du fait que tu utilises l'imaginaire. Et qu'est-ce que tu nous montres de la nature, de ces voyages dans la nature, ces voyages dans la forêt, parce que tu fais pas que de l'imaginaire. Et à quoi comment tu montres ce monde naturel aux enfants comment tu les fais voyager dans la nature? T'évoquais la falaise, la forêt, enfin. Oui. En fait, du coup, ce que je disais, j'aime beaucoup voyager dans le miniature et j'aime beaucoup la notion d'échelle, de se dire que on a des micro-organismes qui ont même pas conscience qu'on soit là et en fait du coup ils ont une vie propre à leur échelle et j'adore plonger et essayer de projeter. Alors c'est purement je ne saurais jamais ce que pense un microbe ou un colombole ou quoi que ce soit de la vie du sol, mais du coup en tout cas en se projetant à leur échelle, t'as un monde qui est complètement nouveau et parfois ça arrive que dans mes illustrations j'essaye d'utiliser ces lignes un peu d'imaginer mais tiens en fait cette canopée, si j'étais un colombole ou un tardigrade, là je verrais cette feuille comme ça au-dessus de moi, ça crée des arbres, ça crée tout ça, donc en fait à partir de là on peut tout composer quoi, ça te donne les lignes principales d'une composition pour l'illustration et ça semble simple après derrière, je trouve. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que vous avez un livre à nous conseiller outre les vôtres qui permettent de voyager? Non. Ouais, comme ça. C'est le truc. En plus, tu connais ce syndrome. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as un livre à me recommander? Et immédiatement, ton cerveau non, mais un livre. de voyage. Mais on n'en a jamais lu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien du tout, moi.
Bon, alors, on va conseiller de lire les livres illustrés par Tristan, les livres écrits par Jolan, un petit peu ceux d'Agnès au passage. Et puis de suivre, c'est l'occasion. Vous avez Loïc Théry qui est là, et pour nous dans le métier, c'est voilà, on sait que les éditeurs, ils vont avoir aussi, ils vont faire des choix. Sans doute, vous choisissez des livres parce que vous aimez ou l'auteur ou l'illustrateur, et vous allez chercher d'autres livres de cet auteur ou cet illustrateur. Moi, j'aime bien des fois aller chercher les autres livres d'un éditeur, parce que s'il a fait du bon boulot avec 1, 2, 3 auteurs, sans doute que ses choix, parce qu'il a une ligne éditoriale, sont intéressants de manière globale. Et allez voir ce que publie Loïc. Donc Jolan, il publie Agnès Marot, il publie Jean-Laurent Del Socorro, Michael Brun-Arnaud. Il y a quelque chose, il y a un esprit là-dedans. Voilà, c'est l'occasion. On valorise pas souvent les éditeurs. On n'a pas souvent l'occasion. C'est un métier de l'ombre. Je disais ça justement l'autre jour à un des repas qu'on a pris ici à Mérignac. Je disais que c'était intéressant qu'on mette jamais le nom de l'éditeur sur un livre qu'il éditait, alors que moi c'est vrai que depuis les coulisses je vois le travail énorme qui est produit par moi. Je suis un écrivain qui considère que je peux amener un livre qui a 90% de son potentiel maximum, et il me faut qu'un éditeur vienne m'aider pour faire les derniers 10% en fait. Donc du coup c'est vrai que parce que Loïc dit qu'il a pas beaucoup de travail à faire sur certains de mes livres parce que je sais ce que je fais, mais en fait encore une fois j'ai besoin de toi pour les derniers 10%. Le livre il serait pas tel qu'il est si t'étais pas venu mettre les mains dedans avec moi en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, genre aller lire les autres livres édités par Loïc, mais comment le public est supposé savoir quel livre a été édité par Loïc? Il n'y a pas son nom sur les livres. Si, des fois c'est marqué dedans quand même. Ouais, pas toujours. Ouais. Toujours, mais sinon, pour ceux qui sont sur LinkedIn, je parle de mes publications, voilà. J'ai à cœur de présenter les ouvrages que j'accompagne, voilà. Merci beaucoup. Merci.